cette conception aura quelque chose à voir avec le fait d'être fidèle à soi-même, ou d'après le titre de Foucault, avec le souci de soi, donc avec une insatisfaction, parfois un désespoir envers le moi tel qu'il est. Donc elle aura à voir avec un progrès dans la culture de soi, et avec la présence d'un ami, d'une sorte ou d'une autre, dont les mots auront le pouvoir d'aider à guider ce progrès. Les romantiques ont évoqué cette idée comme devenir ce que l'on est. Il pourrait être utile que je décrive la version du perfectionnisme que j'appelle émersonienne, en relatant les diverses origines de l'intérêt que je lui porte, car je crois que la perception que j'en ai se développe encore. L'une de ces origines date de l'époque où, après avoir fini un long ouvrage qui consistait en grande partie en un effort pour prendre la mesure de l'événement philosophique que constituent les recherches philosophiques de Wittgenstein, je commençais à m'interroger sur l'expérience de quelque chose comme une ferveur morale ou religieuse dans le texte de Wittgenstein. Un trait relativement évident de cette œuvre, mais qui me semble être perçu par les philosophes, de façon caractéristique, dans l'enseignement philosophique dominant comme nuisible en termes pédagogiques. Il est vrai que les étudiants qui se précipitent très tôt sur cet aspect du texte sont susceptibles de ne pas comprendre très profondément ses ressorts. D'ailleurs, quelque chose comme la même ferveur apparaît dans Un traitant de Heidegger. Et cet élément de ferveur est si évident que Heidegger en vient presque à s'arrêter plusieurs fois pour s'assurer qu'il n'est pas en train d'écrire une œuvre d'éthique. Donc, je commençais à me demander ce qu'est une œuvre dont la teneur éthique semble se faire sentir partout, mais dans laquelle l'éthique n'est pas comprise comme un champ d'études séparé, comme si la philosophie elle-même avait des exigences morales à l'égard de ses adeptes. La deuxième origine remonte à mon étonnement et mon insatisfaction face à la lecture que John Rawls fait de Nietzsche comme représentatif d'un perfectionnisme essentiellement élitiste et non démocratique. Cette lecture m'avait semblé reposer sur une interprétation inhabituellement hasardeuse chez Rawls d'un ensemble de citations qui présentait Nietzsche dans l'association la plus étroite et tout à fait explicite avec Emerson. Cela m'a conduit à commencer à articuler les caractères d'une œuvre paradigmatique du perfectionnisme élitiste, La République de Platon, en l'opposant à la vision qui m'attirait dans les écrits d'Emerson. Dans La République, l'éthique n'est pas un champ d'études séparé de la théorie de la connaissance, de la métaphysique et de l'esthétique. L'âme est représentée comme cheminant vers le bien, un cheminement qui implique une libération, dramatisée comme le geste de se détourner de sa vie quotidienne, une transformation qui est initiée et poursuivie par une sorte de conversation pénible avec une figure plus avancée qui met ce qui l'approche sur le chemin de l'éducation. Chez Emerson, qui accepte ou interprète une grande part de cela, la figure avancée est appelée, dans le célèbre essai, la confiance en soi. L'homme vrai dont le modèle nous attire et dont la conversation éducative se révèle être le texte d'Emerson, qui est lui-même une conversation qui, toutefois, d'après Emerson, me renvoie mes propres pensées refoulées. De sorte que la lecture d'un essai d'Emerson est un exercice de retour à soi, comme si l'on avait été dans un état de transe. Emerson et Heidegger utilisent en fait, et cela n'a rien de surprenant, la devise de devenir ce que l'on est pour décrire le travail que leur écriture vise à décrire et à inspirer. Wittgenstein ne le fait pas dans les recherches, et cela n'a rien de surprenant, même si j'ai en réalité défendu l'idée que quelque chose comme la vision morale présente dans le texte de Wittgenstein, dans ce qu'il appelle le retour à l'usage quotidien, nous représente comme des créatures parlantes, auxquelles les mots échappent périodiquement, comme si nous étions, selon l'image de Kierkegaard, au dehors, c'est-à-dire pas chez soi, ou hors d'atteinte, introuvables à nous-mêmes. La différence décisive entre la vision émersonienne et celle de la République de Platon est que le voyage de l'âme vers elle-même n'est pas représenté comme un cheminement continu vers le haut et vers un accomplissement connu, mais plutôt comme un zigzag d'étapes dans le sillage de ce qu'Emerson appelle « mon moi non réalisé mais réalisable », comme s'il y avait un sage en chacun de nous, une idée qui ne projette aucun point d'arrivée unique, mais seulement une volonté de changement dirigée par des aspirations particulières, qui, lors même qu'elles sont refoulées, peuvent revenir avec une force nouvelle à l'improviste.
Ce cheminement n'est pas plus dirigé vers l'incorporation d'une condition donnée de la société que vers la capacité à juger cette condition. Le sage en nous est ce qui reste après tous nos positionnements sociaux. La troisième origine de mon intérêt pour le perfectionnisme, celle qui m'a encouragé à penser qu'il y avait peut-être là un ensemble d'idées qui méritaient d'être communiquées aux autres, fut pour moi de reconnaître que le genre de comédie hollywoodienne que j'avais commencé à étudier au milieu des années 70 et que j'appelle des comédies du remariage, à la recherche du bonheur, développait des idées du perfectionnisme émersonien. La présence de ces idées dans les mélodrames de la femme inconnue montre que ces films dérivent, me semble-t-il, de leurs cousins comiques. Les exemples classiques de comédie du remariage, qui s'étendent de 1934 à 1949, sont à mes yeux de Philadelphia Story, Indiscrétion avec Katharine Hepburn et Cary Grant, Bringing Up Baby, l'impossible bébé, avec de nouveau Hepburn et Grant, Adam's Rib, Madame porte la culotte, avec Hepburn et Spencer Tracy, The Awful Truths, cette sacrée vérité, avec Grant et Irene Dunne, His Girl Friday, la dame du vendredi, avec Grant et Rosalind Russell, The Lady Eve, un cœur pris au piège, avec Barbara Stanwyck et Henry Fonda, et It Happened One Night, New York, Miami, avec Clark Gable et Claudette Colbert. Des films qui ont tous été réalisés par des maîtres du Hollywood de l'époque, Howard Hawks, George Cukor, Leo McCarey, Preston Sturges ou Frank Capra. Il me semblait y avoir deux pierres de touche à l'association de ces comédies et du perfectionnisme. L'une est l'accent mis dans ces films sur le fait de devenir ou d'être changé en une certaine sorte de personne, la même mais différente. L'autre est l'abondance dans ces films dont les conversations sont au nombre des gloires du cinéma mondial, des conversations spirituelles, mais aussi des confrontations et des questionnements, et l'absence notable de conversations à propos des problèmes moraux habituels. Presque comme si les perplexités des conditions de la vie morale ordinaire, les questions d'égalité ou de conflit entre l'inclination et le devoir, ou entre différents devoirs, ou entre les moyens et les fins, ne posaient aucune difficulté intellectuelle à ces personnes. Ce second trait, assez suspect sans aucun doute, apparaît de diverses façons. Il est évident que c'est dans cette réplique de His Girl Friday que j'ai cité en ouverture, d'où est-ce que tu sors ce truc d'éthique? Une nouvelle fois dans une séquence d'Adam's Rib, le mari d'Adam a quitté sa femme Amanda, après une querelle amère et même violente sur la différence entre hommes et femmes, et nous voyons Amanda en train de boire un verre avec son playboy de voisin, client de palier. Elle ne semble guère touchée par ses avances amoureuses, mais elle lui confie distraitement à ce moment-là son impatience et son énervement devant l'incapacité soudaine d'Adam à être à la hauteur de leur conception de l'égalité dans le mariage. Lorsque le voisin Kipps suggère qu'Adam est juste énervé, parce qu'il a perdu contre elle à la cour, tous deux sont avocats, Amanda lui adresse un regard de dédain cinglant et continue sa tirade, comme si la bassesse des motifs moraux attribués aux actions de l'homme qu'elle a épousé ne révélait guère que le caractère moralement rétrograde de la sensibilité de Kipps. Plus tard dans le film, alors que le couple est en train de retrouver le chemin de la vie commune, ils achèvent une discussion privée, déjà menée par intermittence dans le bureau de leur comptable, en l'aidant à identifier de possibles déductions fiscales, et au grand étonnement du comptable, sort en hâte de son bureau en lui lançant « Oh, comptez-nous tout, on aime payer des impôts », comme si les combines des pêcheurs ordinaires étaient en dessous et ou au-dessus d'eux. L'autre différence cruciale qui caractérise la moralité des comédies du remariage, comme perfectionniste, celle qui consiste à devenir une personne nouvelle ou différente, apparaît partout depuis la réplique de Cary Grant à Rosalind Russell, qui pense être revenue pour voir son ancien mari et lui demander d'arrêter de l'empêcher d'obtenir le divorce et de se marier avec un autre homme, alors qu'il nous est donné de voir qu'elle est rentrée précisément, qu'elle le sache ou non, pour lui donner l'occasion de l'en empêcher. Tu n'étais qu'une bouseuse au visage de poupée, et j'ai fait de toi un homme de presse. De cela jusqu'au cri de Katharine Hepburn dans The Philadelphia Story, alors sur le point de se marier avec un autre homme, après avoir divorcé à nouveau de Cary Grant. Oh, être utile dans le monde, lorsque cet autre homme lui répond qu'elle n'est pas faite pour ce genre de vie,
et qu'elle devrait être placée dans un château et adorée, nous savons que ses jours sont comptés. Son cri était un désir de compter, comme si elle demandait à naître au monde. Ses dernières paroles dans le film disent qu'elle se sent humaine. Mais si ces films sont des études perfectionnistes, alors nous avons un petit laboratoire pour étudier la conversation morale, non pas comme une tentative pour persuader quelqu'un d'agir d'une certaine façon, ou comme l'évaluation d'une institution sociale, mais comme quelque chose qui me semble parfois antérieur et préparatoire par rapport à ces buts familiers du raisonnement moral, et parfois en être une suite ou un supplément. Je veux dire la capacité de réponse et d'examen d'une âme par une autre. C'est en première place dans la mesure où cela nous fournit des études de la position que revendique un agent moral lorsqu'il fait face à autrui en juge. C'est une suite dans la mesure où cela fournit l'espace où évaluer le cadre moral dans lequel vous raisonnez. C'est l'oblitération de l'élément de revendication, une position morale présente dans toute rencontre morale qui a été, je dirais, la principale cause du désarroi et du succès associé à la domination dans les années 1940 et 1950 dans l'enseignement de la philosophie anglo-américaine, de la théorie émotive du jugement éthique, une analyse du jugement moral en tant que tentative pour utiliser l'expression du sentiment comme un pouvoir pour amener quelqu'un à faire quelque chose ou pour l'en dissuader, comme si les philosophes qui pensent la vie morale avaient été frappés d'amnésie ou avaient désiré se libérer du fait que nous avons des revendications les uns par rapport aux autres, que nous comptons les uns pour les autres, que nous avons une importance les uns pour les autres, parfois de façon contestable. C'est ce sentiment d'une amnésie morale qui motive les chapitres sur la philosophie morale des voies de la raison. On pourrait dire que lorsqu'on se confronte moralement à autrui, on risque son identité, sinon on risque le moralisme. Je pense à ce moment dans Now Voyager, où le personnage de Bette Davis répond à un discours pieux du personnage de Paul Henreid, en ces termes « Je ne vous connais tout simplement pas ». Et à ce moment, dans The Philadelphia Story, où Katharine Hepburn s'interrompt au milieu d'un discours de condamnation morale et reconnaît qu'elle est en train de répéter les mots d'un autre, qu'elle ne les mérite pas. Ou à ce moment dans Viva Zapata, d'Elia Kazan, 1952, où le victorieux Zapata, joué par Brando, reconnaît que parvenu au pouvoir, il est devenu sourd aux revendications de justice, au lieu d'en être le champion. On peut dire du perfectionnisme qu'il se concentre sur l'exigence qu'on a de se rendre et de devenir intelligibles les uns aux autres. Et je suppose qu'aucune vision ne pourrait compter comme morale sans faire place à une telle exigence. Dans le laboratoire du cinéma, l'élitisme du perfectionnisme est testé. N'importe quelle tendance perfectionniste en morale parlera de quelque chose comme la culture de soi. Mais d'après ma conception du perfectionnisme émersonien, réaliser et prouver ses idées sous la forme d'un objectif de culture, des arts ou du développement d'un viatique de talent ou de goût intellectuel ou spirituel, la conception philosophique commune du perfectionnisme aujourd'hui, j'imagine. Ce serait dégrader cette idée tout autant que n'importe laquelle des philosophies populaires actuelles qui proposent de libérer votre potentiel pour faire un malheur dans l'immobilier ou de vous donner les moyens d'être tout ce que vous voulez être. Le progrès émersonien ne va pas de la grossièreté à la sophistication ou du commun à l'éminence, mais de la perte à la récupération ou, comme Thoreau le dit à peu près, du désespoir à l'intérêt, ou comme Kierkegaard, Heidegger, Wittgenstein et Lacan le montrent plus ou moins du bavardage à la parole. La déontologie et l'utilitarisme, en tant qu'ils considèrent le juste ou le bien comme fondamental, sont pour ainsi dire des concurrents moraux. Le perfectionnisme n'est le concurrent d'aucun d'eux, à supposer plutôt qu'il ait une place dans chacun d'eux. Ces concurrents sont les formes sans fin d'avilissement du moi, tout comme la philosophie n'est pas en compétition avec la science, mais avec la sophistique. C'est Paulunius qui, en tant que faire-valoir de la philosophie d'Hamlet, recommande au jeune homme d'être fidèle à lui-même. Son annonce de la vérité empoisonne, n'est-ce pas? Tout comme le souci de l'âme, disons le dévouement à l'enseignement et à l'apprentissage que représente Socrate, n'appelle pas ou ne devrait pas appeler le drame de l'apologie de Platon, qui oppose la position de Socrate, se tenant dans cette pratique du soin à l'assemblée des représentants de la cité,
qui le menace de mort pour les conversations dont il vit. Il vaut la peine de se rappeler avec cette scène prestigieuse que la position morale que nous adoptons vis-à-vis de nous-mêmes est d'une importance et qui engage la vie et la mort. Mais supposer que nous puissions voir dans le laboratoire du cinéma la démocratisation du perfectionnisme, reconnaître ce dont nous sommes capables dans les confrontations quotidiennes, répétées et non dramatiques sur lesquelles le cinéma attire notre attention. Nous voyons alors que les affronts que nous nous infligeons mutuellement, une pensée méchante inexprimée ou déguisée, un regard dur, une mauvaise interprétation délibérée, une fluctuation de notre loyauté, le rejet d'une intention, une louange ou un blâme aveugle ou désinvolte, les innombrables signes de notre scepticisme à l'égard de la réalité, de la séparation de l'autre, nous font courir le risque de souffrir ou d'endurer des petites morts tous les jours.